Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 18, Ponctuer des dialogues. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science infuse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Laurent Jeunefort et Lionel Debousse. Ça fait le pendant de l'épisode précédent parce qu'en général, quand on parle de ponctuation, c'est souvent le sujet et le casse-tête qui bloque le plus souvent. J'avais fait quelques articles sur le sujet sur mon site et ça fait partie des articles qui sont le plus consultés. Donc c'est probablement le sujet qui marque. Mais avant ça, Mélanie, on t'a assez peu entendu parler sur l'épisode d'avant et je dirais pas que tu nous regardais avec des yeux rêveurs pendant qu'on déballait de la technique, mais toi visiblement t'as pas besoin. Je vous écoutais religieusement, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous avez entendu le silence religieux qui planait sur l'épisode. Non, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, en vous écoutant, j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit et il y a un certain nombre de choses où en écoutant, je disais, ah ben oui. Mais quand on a discuté en préparant l'épisode, je vous disais que la ponctuation était un sujet qui me laissait un petit peu, pas vraiment perplexe, mais c'est quelque chose, c'est pas réellement que j'y pense pas. J'ai eu un apprentissage, effectivement, que ce soit à la fac, que ce soit à l'école, que ce soit même en traduisant, où on m'a déjà fait remarquer que la place de certaines virgules n'était pas la bonne, des correcteurs m'ont déjà reprise. Il y a des choses que j'ai apprises, comme par exemple, comme beaucoup de débutants, j'abusais des points de suspension pour les effets de suspense, et on apprend au bout d'un moment que ça peut devenir ridicule, on apprend à couper. J'ai appris que mettre là un point plutôt qu'une virgule, ça fera un effet heurté, des choses comme ça. Dans un texte, au moment où je suis sur le texte, je vais penser que, ah là, tiens, je le sens plus comme ça que comme ça. Mais je peux pas dire que j'ai une réflexion tellement sur la ponctuation, même si, en fait, quand je suis devant un texte et que je me demande pourquoi j'ai fait ça, ou quand je vous écoute parler, je me dis, ah bah oui, c'est exactement ça. Mais c'est plus quelque chose que j'ai intégré, qui est un outil parmi d'autres au moment où j'écris, et je ne m'arrête pas pour y réfléchir, je dirais. Alors, il y a un domaine, tu fais aussi de la traduction, il y a un domaine où l'anglais et le français sont assez différents, c'est en parlant de la ponctuation des dialogues. Et oui. Du coup, tu es aussi traductrice, c'est un point sur lequel l'anglais et le français diffèrent pas mal, c'est la ponctuation des dialogues. Il y a deux systèmes qui sont assez souvent en usage dans l'édition, qui est un système soit qui utilise des guillemets, soit les guillemets à chevrons, c'est les guillemets à la française, donc c'est comme deux signes inférieurs ou égal et deux signes supérieurs ou égal, et non pas les guillemets à l'anglaise, qui sont les apostrophes en l'air, et un système à baser uniquement avec des tirets. Je pense que c'est à peu près des tirets quadratins. Des tirets quadratins, c'est important. Des tirets longs, c'est-à-dire. Des tirets longs. Le quadratin, c'est, je crois qu'on l'a mentionné, c'est une unité de mesure venant de l'imprimerie jadis. C'est la taille maximum que peut occuper un caractère dans sa police de caractères. Donc c'est un tiret long et fin. Un très très gros tiret. Voilà. Donc il y a ces deux modes-là, typiquement. Donc soit j'ouvre des guillemets au début du dialogue, je mets des tirets dans les répliques et puis je ferme les guillemets à la fin du dialogue. Soit j'utilise que des tirets. Pour moi, il y a une différence fondamentale entre les deux, et je suis un gros intégriste de la question. Nous t'écoutons. Ah non, mais il n'y a pas... Non, c'est que je suis un gros intégriste de la question parce que ça a l'air simple comme ça. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on nous apprend à l'école. Mais comment je fais quand il y a une didascalie? Comment je fais quand j'ai de l'action qui vient s'interpréter dans le dialogue? Voilà. Ce que permet de faire un formatage avec des guillemets, c'est que je peux temporairement fermer mes guillemets, mettre mon incise et rouvrir mes guillemets ensuite. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, c'est à peu près le système qu'utilise l'anglais, même s'ils sont beaucoup plus rigoureux, mais bon, en première approche, ça suffira, disons que ça marche à peu près pareil. L'intérêt, c'est que donc je peux insérer de la narration dans ma réplique. J'ai pas besoin de revenir à la ligne. Le problème avec le formatage en tiret, ça me rend très malheureux quand je travaille pour des éditeurs qui imposent ce format-là, c'est que les incises deviennent beaucoup plus malaisées. Soit on est obligé d'utiliser des parenthèses. Souvent traduction, beaucoup des parenthèses, oui. Moi, ça choque mon sens de l'esthétique. Après, j'ai des passions bizarres, mais voilà. Et l'autre truc qui, là, pour le coup, devient un vrai problème de sémantique, c'est que si jamais un interlocuteur intervient, je dois aller à la ligne, faire un nouveau tiret, une nouvelle réplique, et ça donne à penser que c'est un autre interlocuteur. Je suis pas en train de dire que ce système on peut pas tout faire avec, mais pour moi, ça me paraît beaucoup plus difficile. Souvent, on entend dire « Ah, je préfère utiliser que les tirets de dialogue parce que ça me permet de mettre du rythme. » Rien n'empêche de mettre du rythme en utilisant des guillemets au début d'un dialogue non plus. C'est intéressant parce que moi, spontanément, j'utilise les tirets un peu aussi par habitude parce que j'ai travaillé pour des éditeurs qui les utilisent. Et pour moi, c'est tellement naturel que je suis vraiment très embarrassée quand on me demande de revenir aux guillemets. Pour moi, le tiret, justement, c'est la forme, là, vraiment subjectivement, la plus naturelle possible du dialogue.
est tellement facile que je me pose même pas la question. C'est intéressant de voir les différences de perception. Et j'ai uniquement utilisé les guillemets quand des éditeurs me l'imposaient, notamment pour des traductions. Moi, ça m'est arrivé sur des textes, des nouvelles à moi, formatés avec les guillemets, avec un rythme particulier, que le bon directeur d'ouvrage me disait « Ah oui, mais nous, on est formaté au tiret », et de leur dire « Ah bah, allez-y, convertissez le truc ». Et il est arrivé qu'ils me reviennent 3 jours ou une semaine plus tard en me disant « Finalement, on va faire une exception pour vous ». Parce que ça changeait le truc, et que c'était pas possible de retailler ça, parce que ça impliquait de rajouter des didascalies supplémentaires, des dit-il, des dit-elle, parce qu'on savait plus qui causait. À mon humble avis, et ça n'engage que moi, mais moi je suis un intégriste du formatage avec des guillemets, parce qu'on peut tout faire avec, alors qu'avec des tirets, on peut pas tout faire. Voilà. Et là, vous ne voyez pas les grands gestes de prédicateur de Lionel. Voilà. Non, moi je suis pas tellement d'accord. Moi je les ai utilisés toutes les deux selon mes éditeurs. C'est-à-dire que j'ai utilisé les tirets parce que c'était la règle au fleuve noir, là où j'ai commencé. Mais toi, tu es un grand professionnel. Ouais, tu sais tout faire. Je l'ai utilisé, c'était la règle au fleuve noir, c'était la règle chez Brajlon et chez d'autres éditeurs chez qui j'ai été. Moi, personnellement, je trouve que les deux options ont des avantages et des inconvénients, en fait. Et donc, c'est à nous, finalement, ce sont des normes. C'est des pures normes. On est dans du normatif. Et donc, du coup, on peut jouer avec. Je veux dire, on peut s'accommoder du truc. Moi, par exemple, le fait que ce soit plus facile avec des tirets de mettre des dialogues, en fait, juste par le fait que on n'utilise qu'un seul signe typographique, c'est-à-dire le tiret. Dès qu'on passe aux guillemets, on a 2, voire 3 signes. Parce que quand on dit qu'on utilise les guillemets, en fait, on n'utilise pas que des guillemets. On utilise les guillemets français pour ouvrir, après on utilise des tirets quand on change de dialogue, et après, à la fin, on utilise les guillemets fermants pour fermer. Et même à l'intérieur, quand par exemple on est obligé de citer quelque chose, là on va utiliser des guillemets anglais à l'intérieur, pour ne pas qu'ils soient confondus avec les guillemets français. C'est-à-dire qu'on peut utiliser jusqu'à 3 signes de ponctuation différents. C'est là où c'est un peu plus compliqué, je dirais, en fait, avec les guillemets, mais aussi c'est plus riche. C'est beaucoup plus compliqué à gérer, ne serait-ce que quand je mets une didascalie, est-ce que je mets des guillemets ou pas? Voilà, c'est moins facile d'insérer un non-dialogue, en fait. Oui. C'est ça. Mais on peut tricher un peu. Ouais. Moi, par exemple, j'utilisais de temps en temps des parenthèses. C'était autorisé chez Brajlon, ça. D'utiliser des parenthèses pour quitter très brièvement le dialogue. Oui, je le fais énormément en traduction, ça. Et c'est un vrai problème de traduction, d'ailleurs, sur les temps de passant, que tu dois rencontrer aussi. Moi, ça m'est arrivé en faisant des trades de l'anglais, donc tu utilises ces guillemets de manière très rigoureuse, passés en français. J'ai été obligé de rajouter des didascalies s'il y avait un formatage en tiret. J'ai été obligé de rajouter des machins repris ou des trucs repris, parce qu'il y avait des gros paragraphes de narration qui étaient dans le flux du dialogue dans la VO, ça aurait juste fait grotesque en VF, et j'aurais pas eu ce problème-là si je Ça me choque pas personnellement, justement. Donc je me suis pas tellement posé la question en ces termes. Ah, ça dépend peut-être des auteurs que vous traduisez aussi. Hein. C'est peut-être moi qui suis juste un gros intégré. Non, mais il faut pas avoir peur de l'être. Hein. Après tout, non, mais je veux dire, on a déjà déterminé que ça faisait partie du style. Et ben voilà, un style n'a pas forcément à se justifier. Il suffit qu'il soit là et qu'il fonctionne. En fait, certains poditeurs peuvent se demander comment on peut gérer ça, comment se faire sa propre ponctuation stylée, on va dire. Bah, je pense que se lire à haute voix, ça permet de vérifier ses ponctuations une fois qu'on a écrit. Et c'est une manière de se dire « Ah, j'en ai peut-être trop mis, j'en ai peut-être pas », et puis regarder le texte, parce qu'il faut pas oublier que c'est de l'écrit avant tout, et que un style où on trouve qu'il y a trop de virgules, ça se voit, en fait, d'une certaine manière. Et moi, personnellement, c'est comme ça que je me rends compte quand je vois que j'ai mis trop de tirets, je regarde là où c'est vraiment utile. C'est trop haché, effectivement. Voilà, c'est trop haché, c'est trop systématique. Du coup, c'est comme si on utilisait toujours le même mot quelque part. Sauf si justement il y a un effet volontaire de scander, voilà. de hacher sauf complètement quand c'est volontaire. Ouais. Et là, en fait, pour moi, le regard, il y a le fait de le lire à haute voix, et c'est vrai que ça peut aider. Mais il y a aussi le fait de regarder son gris typographique, de regarder son texte graphiquement, à quoi il ressemble en fait. Si on voit qu'il y a 15 points d'exclamation dans la page, faut se poser la question, est-ce que ça correspond à ce que je veux transmettre ? Est-ce que de mettre tous les potards au maximum sur l'exclamation, est-ce que dans ce cadre-là, ça marche ou pas ? Est-ce que c'est pas contre-productif de mettre des points d'exclamation à chaque fois qu'un personnage parle un peu fort ? Et la question de l'adéquation avec le rythme d'un passage donné, un passage qui va être très très contemplatif, où justement on peut faire des phrases extrêmement longues, ou au contraire quelque chose qui va être une scène d'action très très rapide et complètement brusquée, on va dire, où on va avoir des
Là, parfois des points pour un personnage qui est en train de paniquer complètement, des phrases très très courtes ou ce genre de choses. On change effectivement totalement les faits. Hein. Quand tu as un paragraphe d'action avec beaucoup, justement, d'actions successives, on peut en faire une seule et même phrase avec que des virgules, ou alors on peut la hacher et l'effet n'a rien à voir. Et si on a pour une scène d'action, effectivement, il vaut mieux hacher les trucs en phrases courtes et incisives, parce que c'est ça qui va donner de l'impact et qui va retranscrire ce rythme haletant, alors que sinon, ça va être beaucoup plus contemplatif, même si on parle de Jason Bourne qui a l'impression qui regarde les voitures au loin et tire de manière nerveuse. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est comme disait Céline, les ponctuations font partie de la petite musique du style. Je crois que le point important pour moi, c'est que c'est quelque chose qui est graphique. Voilà, un point d'interrogation, ça a une forme dans un texte. Ça a une forme arrondie, ça se reconnaît tout de suite. Et peut-être qu'instinctivement, notre cerveau, il regarde dans la page, avant même d'avoir lu le texte, il regarde un peu les ponctuations. Ou en tout cas, il s'en imprègne. Et ça fait la forme réellement graphique d'un style. Il n'y a pas que les mots. Les ponctuations, et c'est d'autant plus important, moi je trouve, dans un texte, que justement une ponctuation ne s'entend pas. Je veux dire, c'est pas un mot. C'est quelque chose qui est juste qui donne sa couleur au mot, par contre. Il y a aussi l'idée du point de suspension, pour le coup, qui est dans cette idée de quelque chose d'interrompu ou de sous-entendu, ou je dirais le point de suspension qui ouvre sur quelque chose qui n'est pas sur la page de manière générale. Mais c'est très très facile d'en abuser, par contre. Oui, et puis c'est très facile aussi de confondre la connotation, en fait. Ça peut être une phrase interrompue, ça peut être une sorte de fin d'aparté que l'auteur adresse au lecteur. Enfin voilà, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Essayez d'éviter de trop abuser des points de suspension, c'est ça que je disais. Je pense qu'on l'a tous fait en débutant. On l'a tous fait, mais justement, c'est pour ça que je disais que je les paye 500 € pièce. En tout cas, j'ai toujours cette idée-là, parce que essayer de s'en abstenir, en fait, permet d'aller chercher plus loin, un style plus précis, et c'est une excellente leçon, je trouve. Des fois, pas toujours, mais le point de suspension peut être une solution de facilité. Et si tu te dis, si j'essaye de le remplacer pour quelque chose d'autre et d'essayer de rendre cet effet-là, des fois, tu fais mieux, en fait. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Laurent, sur le fait que la ponctuation c'est graphique. C'est pour ça que même si j'ai beaucoup d'outils numériques et que j'adore mes outils numériques, j'imprime toujours mes manuscrits pour avoir un autre support que l'écran et avoir une masse physique pour voir la page, ne serait-ce que comment elle est composée. Alors, elle sera pas composée comme dans le roman parce que la mise en page sera évidemment différente, mais ça donne cette idée de volume, d'espace, d'équilibre graphique qui est important et qui, là aussi, participe de l'empreinte digitale, comme tu disais à l'épisode précédent. La citation ? Citation pour terminer ? Citation de Terry Pratchett dans La Vérité. Pour les citoyens d'Ankh-Morpork, l'orthographe était pour ainsi dire en sus. Ils y croyaient comme ils croyaient à la ponctuation, peu importe où on l'a placée, du moment qu'elle était là. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.